C'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouvel événement proposé par le Google Developer Student Club de Toulouse. Aujourd'hui, le sujet, ça va être l'intelligence artificielle. Je vous laisse QR code. Je vous laisse prendre ce QR code. Vous aurez au moins toutes les. On est sur le GitHub. Vous aurez toutes les ressources pour bien sûr la conférence. Je pense qu'on est bon. Du coup, commençons par rapidement définir qu'est-ce que l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est un ensemble de théories et de techniques qui ont pour but de réaliser avec des machines un comportement humain. On va avoir deux parties dans cette présentation. D'abord, les utilisations de notre société de l'IA et enfin, comment ça marche. Donc l'intelligence artificielle, ça a plein de domaines. On va vous pouvez déjà regarder, mais on va les voir un peu un par un avec quelques exemples. Allons-y. D'abord, le Natural Language Processing. Qu'est-ce que ça signifie? Donc, le, le traitement de langage naturel. Ce qu'on appelle le langage naturel, au contraire du langage machine, c'est en gros le langage humain. Donc, ça va être toutes les IA qui vont utiliser ou analyser un langage humain et en sortir quelque chose. Donc, la plus connue, ChatGPT, pas besoin de le présenter. Vous voulez une démo? En vrai, ouais. Allons-y. Oui. Est-ce que Bing AI, c'est une AI? Alors, oui, c'est basé sur ChatGPT. Oui, tu peux aller sur le GitHub, tu as le lien de ChatGPT. Vous voulez demander quoi de ChatGPT pour la démo? D'accord. Pourquoi Sam Altman s'est fait virer d'OpenAI? Pourquoi qui? Sam Altman s'est fait virer d'OpenAI. Sam Altman, A-L-T-A-M-A-N. Tu mets un espace entre Sam Altman. Je sais, José, mais la question n'a pas de sens. Mais... Donc, comme on peut le voir, comme nous a dit José avant, ChatGPT n'a pas les informations sur Sam Altman parce que son dernier entraînement date de janvier 2022. Mais sinon, on voit très bien que malgré ça, il a compris la question et il est capable d'essayer d'y répondre euh, au maximum avec ses connaissances. Deuxième intelligence artificielle du type, GitHub Copilot. Donc GitHub Copilot, je pense que vous connaissez tous. Vous êtes dans votre Visual Studio Code, vous êtes là pour coder. Vous écrivez un commentaire. Par exemple, une idée de fonction là comme ça qui vous vient? Voilà, en deux tables, on se retrouve avec la fonction de Fibonacci. Est-ce qu'elle est juste? Je vous ferai pas vérifier. C'est bon, elle est juste. Tout le monde y croit. On va considérer qu'elle est juste, mais voilà, ça permet sur des fonctions assez simples comme la Fibonacci, au lieu de s'embêter à la recoder alors qu'elle a été codée 50 millions de fois, d'aller beaucoup plus vite et juste de lui demander de le faire, et donc on n'a pas besoin de l'apprendre. Troisième exemple, présentation.ai. Donc ça va vous servir pour vos exposés de TE, tout hasard. Par exemple, alors je vous refais pas un nouveau diapo parce que c'est un peu long, ça prend à peu près 1 minute, donc on va pas s'embêter. Je lui ai demandé de nous faire une diapo sur le rôle de l'intelligence artificielle dans notre société
Donc on peut voir quand même que la diapo est de qualité, on peut voir qu'il y a des infos plutôt pertinentes, et on peut voir que ce diapo est largement plus beau que celui que je vous propose. Donc l'IA est déjà en train de me remplacer. Et donc voilà, encore un autre exemple d'une IA qui va utiliser du texte humain pour créer encore d'autres contenus de texte humain. Deuxième type d'IA, la computer vision. Donc ça va être tout ce qui est autour du traitement d'images avec intelligence artificielle. Donc on a d'abord Google Lens, que vous connaissez sûrement. Tu as une petite vidéo dans le GitHub. Clique sur vidéo. Vidéo. Donc Google Lens, très simple. Vous avez votre téléphone, vous lancez l'application. Euh, Par exemple, vous voyez avance un peu, s'il te plaît, vers 1 minute. Voilà, vous voyez un oiseau. Reviens un tout petit peu en arrière. Vous le prenez en photo. Et là, juste en analysant tous les détails, il va pouvoir vous donner quel est l'oiseau. Et en fait, ça peut être utile sur plein de trucs. Vous pouvez prendre en photo, par exemple, je sais pas, vous êtes à l'étranger, vous voyez un panneau, vous savez pas du tout ce qu'il y a écrit, vous le prenez en photo, il va l'analyser en temps réel et vous dire ce qui est écrit en français. Donc c'est plutôt pratique parce que voilà, c'est un outil qui, à première vue, est quand même très facile à utiliser. Juste, on prend son téléphone comme d'habitude, mais qui peut, avec de l'analyse d'image, avoir plein d'utilisations très pratiques dans la vie de tous les jours. Un autre exemple que je vais vous montrer sur de la reconnaissance, par exemple, de plaques d'immatriculation euh, pour, à tout hasard, la police ou sur les radars. Petite vidéo également. Donc là, vous voyez que en temps réel, sur la vidéo, l'intelligence artificielle va être capable de récupérer plus ou moins bien les plaques d'immatriculation. Et donc ça, c'est une utilisation particulièrement importante dans l'industrie sur plein de types d'utilisation comme celle-ci euh, pour, par exemple, les autorités ou les entreprises. Dernier exemple, Dali. J'aurais pu aussi prendre Midjourney. Donc Dali, qu'est-ce que c'est? Ça se base quand même aussi sur le Natural Language Processing. On est un peu entre les deux. Dali, le concept, c'est vous expliquer ce que vous voulez qu'il vous mette. Par exemple, vous voulez une image, je sais pas moi, d'un chien qui vole dans un style d'animé. Vous lui donnez cette information et lui, il va vous créer une image qui ressemble au plus possible à votre description. Passons à un autre type d'intelligence artificielle, tout ce qui va être les modèles de reinforcement learning. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un, ça? Ok, merci pour ce public de qualité. Du coup, qu'est-ce que le reinforcement learning? Le concept, contrairement aux IA précédentes, les IA précédentes, la plupart du temps, on va leur donner un ensemble de données et à partir de celles-ci, elles vont essayer de trouver des patterns et d'apprendre à partir de ce gros pack de données. Le reinforcement learning, c'est très différent. On va lui donner un cadre, par exemple un jeu d'échecs avec les règles, etc. On va lui expliquer qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais à faire. Et il va s'entraîner par lui-même pour découvrir les bonnes façons de jouer. Par exemple, si on parle d'un jeu vidéo, parce que c'est souvent appliqué aux jeux de plateau et aux jeux vidéo. On va commencer avec une petite vidéo d'Alpha Zero que vous connaissez sûrement. Donc, intelligence artificielle, Stockfish Alpha Zero. Intelligence artificielle d'échecs qui, pour seul entraînement, s'est entraîné à jouer des parties d'échecs contre lui-même, au début de manière randomisée,
et peu à peu, en remarquant quelles étaient les meilleures façons de gagner, s'est amélioré jusqu'à avoir un niveau lui permettant de concurrencer Stockfish, un des moteurs d'échecs les plus connus, qui même aujourd'hui commence à intégrer de l'intelligence artificielle lui aussi, même si c'est sous une forme différente. Deuxième application intéressante, on a dans des jeux vidéo par exemple, on va prendre l'exemple dans Pokémon Red, on va commencer rapidement par voir la vidéo pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Mauvaise vidéo. Donc là, comme on peut le voir, en gros, le concept, ça va être de jouer, de faire jouer une infinité de parties à l'intelligence artificielle, tout en lui donnant certaines règles, dans le but d'apprendre à jouer au jeu. Je vous propose une petite démo en direct. Ça va charger. Donc, plusieurs choses à noter sur ce jeu Pokémon. Donc, vous connaissez tous les jeux Pokémon. Le but, c'est de battre toutes les arènes pour arriver à la ligue finale et de la battre également. Alors, pour entraîner un jeu comme celui-ci, on ne peut pas lui dire tu as gagné quand tu as battu les arènes, parce qu'en fait, il y a tellement de possibilités de mouvement que si on attend que de façon totalement aléatoire, ils battent la ligue finale, eh bien, on n'est pas sorti. Donc, on va utiliser plusieurs quêtes intermédiaires. Donc, par exemple, sur ce modèle, une des premières quêtes importantes, ça va être d'explorer la map. C'est pour ça que souvent, on va le voir explorer de façon qui paraît ne pas avoir trop de sens pour un humain. Mais en fait, quand on y pense, dans un jeu Pokémon, si vous explorez toute la map, il y a de grandes chances que vous ayez fini tout le jeu. Deuxième chose qu'on va lui donner, parce que explorer la map, c'est bien beau, mais si on lui demande que d'explorer la map, par exemple, quand il va se retrouver en combat, il va fuir. Donc on va lui demander, on va lui donner des points pour chacun de ces Pokémon par rapport à leur nombre, à l'addition de leur niveau. Qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre qu'il va avoir tout à coup envie d'attraper des Pokémon et aussi de combattre pour pouvoir augmenter le niveau de ces Pokémon. Mais ça peut avoir certains problèmes. Par exemple, sur une des premières versions de cette IA, euh, quand on allait dans un Pokémon Center et qu'on déposait un Pokémon dans le Pokémon Center, on perdait alors le niveau du Pokémon en points. Et alors, qu'est-ce qui se passait? L'IA tout à coup devenait totalement traumatisée des Pokémon Center et donc ne régénérait plus jamais ses Pokémon. Et donc pour cela, il a fallu un peu changer les règles et ne pas enlever de points quand on pose des Pokémon dans le Pokémon Center, ainsi que rajouter des points quand on leur redonne de la vie. Donc là, vous pouvez voir en direct l'IA qui joue à Pokémon. Je pense pas qu'on va s'éterniser. Est-ce que peut-être vous avez des questions sur ce sujet-là qui peut-être ne peut être assez clair, je sais pas. Oui, José? Est-ce que le but de l'IA, c'est de terminer le jeu le plus rapidement possible? Alors l'IA, on lui donne plusieurs buts intermédiaires. D'abord explorer la map. Donc ça va lui donner un point à chaque fois qu'elle explore. Ensuite, on va lui donner plus de points quand elle attrape des Pokémon ou qu'elle monte en niveau. Ce qui va lui donner encore plus de points, ça va être de battre les arènes. Donc là, on avance vraiment dans le jeu. Et à la fin, battre la ligue, alors là, c'est le jackpot. Mais en fait, voilà, le problème, c'est que ça va jamais être vraiment optimisé pour aller faire le jeu le plus rapidement possible parce que pour cela, il faudrait l'optimiser uniquement pour l'arène. Mais si on l'optimisait uniquement pour l'arène, c'est ce que j'expliquais au début, il va y avoir tellement de possibilités random de jeu qu'on va jamais y arriver en fait. Donc c'est pour ça qu'on cherche à faire des quêtes intermédiaires pour peu à peu l'amener de façon artificielle vers la quête finale. De façon la plus rapide possible? Ou est-ce que le but, c'est d'être fort? Le but, c'est de gagner le jeu. Le but, ce serait de faire le plus rapide possible, mais bon, voilà, ça a des limitations. C'est ça que je t'explique. Merci. Ok. Alors, j'ai une question dans le chat. Pourquoi explorer la map et pas compléter le Pokédex? Bonne question, parce que explorer la map, si encore une fois, si l'objectif est de terminer le jeu, si on explore la map, peu à peu, on est sûr de finir le jeu.
Alors qu'en fait, le Pokédex, finalement, c'est quelque chose que, en tant que joueur, on va bien aimer faire, mais ça nous aide pas plus que ça pour finir le jeu de compléter le Pokédex. Alors qu'en explorant toute la map, on finira toujours par tomber sur la fin du jeu d'une certaine façon. Et de toute façon, vous connaissez les Pokémon, quand on est bloqué à un certain endroit de la map, c'est qu'il y a une quête à faire, et donc automatiquement l'IA va finir par aller faire cette quête. Là, par exemple, aller attaquer l'arène qu'on avait au-dessus, pour pouvoir continuer le jeu. Et donc voilà, c'est l'explication de pourquoi l'exploration est finalement une des méthodes les plus efficaces qui a été trouvée pour ce problème-là. Ouais, et c'est bon, ça va se fermer. Tu peux repasser sur le diapo. On continue. Maintenant, l'intelligence artificielle, c'est aussi beaucoup connu et même principalement connu pour ses intégrations dans le monde de la robotique. On a d'abord les intégrations dans les voitures autonomes. Donc, je ne vais pas vous montrer une vidéo de présentation. Je pense que vous avez déjà vu ce que c'est qu'une voiture autonome. Ensuite, on a aussi beaucoup d'applications dans l'industrie. On a une petite vidéo sur ça. Euh, donc, par exemple, particulièrement dans l'industrie automobile, pour permettre à moindre coût de produire des voitures et de façon beaucoup moins dangereuse que d'habitude, parce que par exemple, quand on va vouloir porter des charges très lourdes, comme beaucoup de pièces de voiture, eh bien, ça va être beaucoup plus pratique que ce soit des robots qui le fassent pour qu'il n'y ait pas de risque, plutôt que ce soit des humains qui finissent par se casser le dos à force de le faire. Oui. Et donc, tu peux avancer un tout petit peu. Donc, c'est comme ça qu'on va avoir des robots qui vont assembler les pièces principales de la voiture avant que finalement l'humain vienne faire les finitions pour être sûr que la voiture est totalement bien assemblée et également vérifier la qualité. Tu peux avancer un tout petit peu peut-être. Oui. On voit vite fait, voilà, par exemple, certaines parties de l'assemblage. Voilà, là par exemple, quand on est sur le cœur de la voiture comme ça, c'est plus facile d'avoir des robots pour le déplacer et pour faire les grosses opérations. Et finalement, on va avoir l'humain à la fin pour ajouter des détails qui ont besoin de plus de précision, comme le tableau de bord, etc. Oui, José. Est-ce que les mouvements des robots sont dictés par l'intelligence artificielle ou par des programmes codés par des humains? Ça dépend des robots. Il y en a pour lesquels ça va être l'intelligence artificielle, il y en a pour lesquels ça va être les humains. Et en fait, souvent, ça va être un mélange des deux. C'est-à-dire que tu as un comportement de base qui va être codé par l'humain, mais en fait, un robot qui est dans une usine, s'il se retrouve à communiquer avec des humains, à travailler avec des humains, eh ben, il va falloir qu'il ait des détecteurs, etc., et qu'avec de l'intelligence artificielle, il puisse s'arrêter en cas de problème pour que il ne risque pas de blesser l'humain. Boston Dynamics, vous connaissez sûrement tous aussi. Donc on a une petite vidéo du robot Atlas, robot humanoïde, qui a pour but de permettre d'une certaine façon de remplacer l'humain dans des boulots d'usine par exemple. Peut-être tu peux avancer un peu parce que là pour le moment il va juste marcher dans l'herbe, dans la neige. Est-ce que tu peux juste avancer jusqu'au moment, voilà. Là, par exemple, dans l'usine, l'intelligence artificielle va servir à estimer sa distance avec les différentes pièces, à les prendre de la bonne façon pour pouvoir remplacer les humains sur des tâches pénibles comme ces tâches-là. Et là, par exemple, on va voir qu'aussi, il va falloir qu'il apprenne à réagir avec des imprévus, et c'est justement là que l'intelligence artificielle est utile. Parce que, comme je le disais, c'est très facile quand on a un programme prédéfini, mais en fait, quand on vit avec des humains, il y a toujours des imprévus, et donc on a besoin de programmes qui s'adaptent à tous ces imprévus. On peut enchaîner. Tu peux juste arrêter la vidéo, j'entends encore le son. Merci.
On a aussi, c'est aussi utilisé dans la détection d'anomalies. Par exemple, euh, tout à coup, vous recevez une somme d'argent d'une source un peu bizarre. Vous décidez de la déposer à la banque. Il y a peu de chances que ça passe en fait, parce que votre banquier va recevoir une notification très vite par un système de ce type, disant que tiens, c'est bizarre, vous avez une transaction qui est beaucoup plus grande que d'habitude, d'une source qui paraît inconnue, et donc ça va être dans ce genre de choses que ça va servir. Et de la même façon, pour de la sécurité de réseau, quand on va avoir une connexion un peu inexpliquée qui paraît un peu bizarre, on va pouvoir créer des systèmes d'alerte grâce à de l'intelligence artificielle. Donc c'est ce qu'on appelle la détection d'anomalies dans l'intelligence artificielle. Truc que vous connaissez sûrement aussi, tout ce qui va être système de recommandation. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes sur YouTube, vous commencez à regarder des vidéos, peu à peu, ils vous recommandent des vidéos qui ressemblent. Euh, c'est des systèmes de recommandation qui vont être basés sur l'intelligence artificielle. Ils vont prendre l'ensemble de données de tout ce que vous avez pu regarder dans votre carrière, on va dire, euh, avec comment vous l'avez trouvé, à quel point vous l'avez regardé loin, est-ce que vous avez liké, commenté, et avec toutes ces informations, il va peu à peu se faire d'une certaine façon interne un avatar de vous et comprendre au mieux vos préférences pour au mieux vous servir. Et de la même manière, sur tout ce qui va être commerce en ligne, par exemple, vous connaissez Amazon, euh, ça va pouvoir servir aussi par rapport à vos achats et à ce que vous regardez, à vous conseiller les produits qui paraissent les plus pertinents pour vous. Maintenant, un autre domaine un peu moins développé, qui va être surtout développé pour le moment dans de la recherche sans vraiment d'application, ça va être tout ce qui va être analyse de sentiments par IA. Donc ça va être dans deux domaines qu'on a déjà vus, la computer vision, donc l'analyse de sentiments faciaux, mais aussi du natural language processing. Par exemple, vous tapez un mail, ça peut être intéressant par intelligence artificielle de savoir si vous êtes plutôt énervé, neutre, est-ce qu'il y a une question d'urgence, etc. Pour pouvoir au mieux déjà pré-traiter les mails, par exemple. Vous propose déjà une petite démo. Alors, pas sur les mails, parce que je ne pense pas que ce soit le plus pédagogique, on va dire, mais sur des expressions faciales. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait venir devant la caméra, faire des expressions faciales pour voir si on reconnaît ces expressions faciales? Ouais, José. Pas cette caméra, la caméra d'ordi. Celle-là. Celle-là. Oui, celle-là. Attends, je sais pas, je sais pas. Ça dépend de comment il va le lancer. Attends 3 secondes, José. Je te dis quelle caméra c'est. Non, c'est bon, c'est bien cette Caméra caméra. bien. Mets-toi devant la caméra. Alors là, Pour le moment, il pense que José est neutre. Là, José est content. Là, José est neutre. José est énervé. José est surpris. Ah, José est un peu malheureux. Bon, vous voyez bien que c'est pas très encore parfait comme modèle, mais ça n'empêche que c'est assez amusant et que on peut imaginer que par la suite, ça va s'améliorer et ça pourrait avoir des utilisations réelles. Par exemple, vous êtes en réunion, des fois on voit pas spécialement les expressions faciales des gens. Si on pouvait avoir finalement un outil qui nous dirait que la personne à côté de nous est énervée, ça peut toujours être utile. Et particulièrement aussi sur des mails et par exemple du pré-traitement de mails, savoir en avance si un mail va être important, urgent, si la personne est plus ou moins énervée, ça peut être très utile pour pouvoir prioriser son travail. Pas grave, m'écouter. Faudrait. Il n'y a jamais le bouton d'éteindre, c'est ici. Encore, ça va être le dernier domaine que je vais vous présenter. Tout ce qui va être le speech, donc autour de la voix. Donc vous connaissez Google Home, Siri, Alexa. Euh, Vous avez un problème, vous dites OK Google, vous dites j'aurais besoin que tu me donnes la météo et il va vous donner la météo. On a également tout ce qui va être les modèles qu'on va appeler speech to text. Par exemple, vous êtes sur YouTube,
la vidéo n'a pas de sous-titres, mais vous aimeriez quand même avoir les sous-titres, ça va être les sous-titres automatiques. Et bien qu'il y a une époque, vous l'avez sûrement vu, les sous-titres automatiques n'étaient pas très bons. Aujourd'hui, ils sont quand même de mieux en mieux et on commence à à pouvoir suivre finalement une vidéo juste avec les sous-titres automatiques. Et on a également tout ce qui va être deepfake. Je ne l'ai pas mentionné non plus dans la computer vision, mais c'est quelque chose qui existe aussi. Donc par exemple, vous enregistrez une voix. À partir de cette voix, l'intelligence artificielle va apprendre à parler de la même manière que la personne, et ensuite vous allez pouvoir lui donner un texte et lui faire dire ce que vous voulez. Donc, petite démo. Alors normalement, d'abord, on va voir dans la salle et après, on n'entend pas, non. Epita est la meilleure école de France, particulièrement le campus de Toulouse. Donc voilà, Emmanuel Macron vient de nous dire qu'EPITA est la meilleure école de France. Tout le monde y croit, bien sûr. Je, je- Epita est la meilleure école de France, particulièrement le campus de Toulouse. Normalement, là, ça tourne sur le stream. Oui, je t'écoute. Peut-on rajouter des voix sur VoiceMail? Alors, sur cet outil, j'ai pas trop essayé. Mais là, j'avais pas trop eu le temps de m'y refaire, mais je sais que tu peux trouver des outils sur GitHub totalement accessibles, où en gros, à peu près 2 minutes de voix, où juste tu parles à l'IA et elle est totalement capable d'avoir ta voix. Alors, aujourd'hui, sur des trucs comme ça que tu as trouvé sur GitHub, elle va répéter ta voix, mais elle va le faire que sur des textes en anglais. Mais voilà, tu peux imaginer que peu à peu, ça va arriver également en open source sur des textes en français. Et donc, il suffira juste d'avoir 2 minutes de la voix de n'importe qui et ça marche, ça tourne. Donc, l'IA, comment ça marche? Le premier concept en IA, ça va être le neurone artificiel. Donc, le neurone artificiel, qu'est-ce que c'est? On va prendre des inputs, on va leur mettre ce qu'on va appeler des poids. Donc les poids, ça va être un peu, par exemple, vous faites un produit scalaire avec des vecteurs. Vous avez un vecteur qui est un scalaire, un vecteur qui est un scalaire. Et bien, c'est la même chose. Les inputs, ça va souvent être des vecteurs, voire des matrices, auxquelles on va appliquer des scalaires et on va ressortir un output euh, qui va être entre 0 et 1. Les inputs vont aussi être entre 0 et 1. Alors ça va être entre 0 et 1 des flottes, bien sûr. Ça va être 0 ou 1. Ça, c'est quelque chose qui se fait toujours et on va le comprendre par rapport à l'activation plus tard. Et donc, le problème d'avoir juste W fois I1, W2 fois, fois I2, etc., c'est qu'une somme comme ça, on va avoir que des modèles linéaires. Je n'ai pas besoin de vous expliquer les maths de ça. Et donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'appliquer ce type de modèle avec d'autres types de fonctions, par exemple une fonction sigmoïde, pour avoir une activation qui puisse être plus diverse et donc s'appliquer à plus de problèmes. Ensuite, quand on a un neurone, on peut en faire plusieurs. Donc le concept ici, pour l'entraînement, ça va être très simple. On va partir du neurone de sortie et on va peu à peu adapter les poids jusqu'au neurone d'entrée. Donc comment on adapte les poids d'un réseau de neurones, mais aussi d'un neurone un par un? D'abord, on commence par créer des poids artificiels totalement random au début. Puis peu à peu, on va essayer de prédire, avec les différentes datas qu'on a, faire la comparaison des résultats de départ et d'arrivée et peu à peu adapter les poids pour arriver jusqu'à un modèle qui puisse résoudre tout type de problème. Donc on adapte les poids, donc comme je disais, dans le sens inverse, parce que par exemple, si vous voulez adapter, je dis ce poids-là, euh, ça demande d'avoir les infos avant, parce qu'en fait, ce poids-là, vous savez pas ce qu'il vous faut dans les neurones suivants. Et le seul neurone dans lequel vous savez au départ
ce qu'il vous faut, ça va être le neurone de sortie. Donc c'est pour ça qu'on va commencer par le neurone de sortie et peu à peu faire demi-tour jusqu'au neurone d'entrée. Et donc, à partir de ça, on va pouvoir faire des réseaux un peu plus compliqués. Donc, avec beaucoup d'entrées. Là, par exemple, sur une image d'un 3, ça va être une image en 28 par 28. On va avoir 784 entrées. Bon, le schéma n'est pas exact. Et on va également pouvoir avoir plusieurs sorties, parce qu'en fait, avoir une seule sortie d'un neurone, comme je vous ai expliqué, c'est entre 0 et 1. Mais une valeur entre 0 et 1, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc là, par exemple, on va vouloir chercher à savoir si un nombre est entre 0 et 9 et quel nombre c'est. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir une activation des différents neurones entre 0 et 1. Et en fait, ça va vouloir dire, par exemple, si on a 0, on va le transformer en pourcentage. Si on a 0% sur 0, ça veut dire qu'on est sûr que l'input, c'est pas un 0. Et en gros, sur des modèles comme ça, on va prendre la valeur qui a l'activation la plus grande et on va considérer que c'est ça le résultat. Mais aussi, on va pouvoir, par exemple, si la valeur d'activation la plus grande n'est que 0,4, on va quand même pouvoir avoir une idée au départ de à quel point notre modèle sur ce cas a pu être précis ou non. Parce que voilà, si on a eu 40% de chances que ce soit un 3, même si c'est le plus grand pourcentage, ça reste minime et donc ça veut sûrement dire que c'est pas un 3. Attends, on passe sur le GitHub. Alors, je vous ai fait un petit code Python qui reprend le concept pour entraîner un neurone. Donc alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce code Python? On initialise dans self.synapticweights les poids du réseau. Donc là, par exemple, on est sur un réseau à une seule neurone et deux entrées. Donc on va avoir deux poids, le poids des deux entrées, et on va directement sortir. Donc on va avoir une matrice de 2 par 1, et donc dedans on va mettre des nombres random entre 0 et 1. On va on va avoir notre fonction sigmoïde qui va nous servir plus tard à l'activation. Et pendant un certain nombre d'itérations, on va d'abord, comme je disais, essayer le modèle sur la data que l'on a. On va calculer l'erreur et à partir de là, on va faire un ajustement. Donc c'est, comme vous pouvez le voir, une multiplication de matrice. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça peut être très intéressant si vous voulez. Il y a une super chaîne YouTube qui l'explique. Ça s'appelle, si je dis pas de bêtises, Freeborn2Blue, quelque chose comme ça. À vérifier, je vous dirai à la fin. Qui a une super playlist qui explique plus précisément le fonctionnement de ce type de modèle. Tu peux revenir sur le diapo. Et donc, comme vous l'imaginez, ces modèles-là, ils ont pu être améliorés parce qu'un réseau de neurones, quand on voit avec 10 sorties, on imagine bien que ChatGPT, c'est pas juste 10 sorties. Et donc, on va avoir pour des problèmes plus ou moins spéciaux euh, différentes différentes versions de réseaux de neurones qui ont pu être proposées. Donc, par exemple, le concept du Generative Adversarial Network, ça va être d'avoir, d'une certaine façon, deux réseaux de neurones qui vont se battre en concurrence pour pouvoir donner le meilleur résultat. On peut avoir aussi les Convolutional Neural Networks qui vont être utilisés pour l'image. Comme vous pouvez le voir, en fait, on va faire des moyennes de pixels et ça va permettre, on a vu que ça permettait en fait d'améliorer largement sur des problèmes d'image la complexité et l'efficacité. Et en fait, et à la fin, on va avoir les transformers. Donc ça, je vais pas vous l'expliquer parce que vous voyez le schéma, c'est tout de suite assez compliqué. Et en fait, c'est ce type de modèles qui sont les plus utilisés aujourd'hui. Et c'est ce qu'on retrouve notamment derrière ChatGPT. Et donc, ces différents modèles, je vous encourage, si ça vous intéresse, à aller en apprendre plus sur chacun d'eux sur Internet. Et pour moi, ce sera tout et j'attends vos questions. Pas de questions?
pas de question, je pense que vous pouvez y aller. Oui. Est-ce que vous pouvez donner des exemples d'utilisation d'IA qui peuvent battre des records mondiaux dans les jeux vidéo? Euh, Ma connaissance, je sais pas du tout. Dans les jeux vidéo, je ne saurais pas te dire. Je ne sais pas si ça existe, mais il y a des jeux type Tetris, et si tu considères que les échecs aussi dans les jeux vidéo, Oui. Si tu considères les échecs dans les jeux vidéo et tous les jeux de plateau dans les jeux vidéo, après, ce qu'il faut comprendre, comme on l'a vu avec un Pokémon, c'est qu'en fait, dès que le jeu devient complexe, ça devient compliqué de mettre en place des intelligences artificielles qui sont vraiment capables d'y jouer. Donc en fait, plus le jeu est facile et finalement s'approche d'un jeu de plateau, plus on va être capable de créer des intelligences artificielles qui savent le faire. Et plus on s'en éloigne, plus en fait on a besoin d'une puissance de calcul qui est tellement grande que non, en fait, on va pas pouvoir faire des champions du monde de jeux vidéo avec les techniques actuelles et la puissance actuelle. Oui, Juste pour un peu le truc que je cherchais, c'était Free Blue One Brown. merci. Du coup, je répète pour le stream, Free Blue One Brown. Oui. Donc chaîne YouTube très sympathique où vous pouvez retrouver des maths et donc de l'explication du fonctionnement notamment des réseaux neuronaux. D'autres questions? Pas de questions sur le chat? Eh ben, on va s'arrêter là. Merci à vous d'être présents et à la prochaine pour notre prochain événement.